Ce que les gens redoutent généralement lorsqu'ils quittent le domicile familial pour vivre seuls, c'est souvent lié à l'appréhension de devoir gérer les responsabilités quotidiennes. Peut-être que c'est l'idée de devoir payer son loyer à temps ou de faire tout le ménage sans l'aide de maman. Ce sont les choses auxquelles je m'attendais, mais jamais je n'aurais pu prévoir ce qui allait se passer la semaine dernière. Nous avions enfin déménagé la dernière boîte dans ma nouvelle maison. Une maison de plein pied avec 2 chambres, mais pour un célibataire comme moi, c'était un rêve devenu réalité. La maison était située en plein cœur d'un excellent quartier résidentiel, avec une allée pour 2 voitures et un jardin assez grand. Dès que j'ai vu ce jardin, la première chose à laquelle j'ai pensé était toutes les fêtes que j'allais y organiser. Je suis monté sur la terrasse et j'ai pris une bouffée d'air frais, en fermant les yeux pour imaginer les soirées interminables avec des amis, de l'alcool et bien sûr, des femmes. J'ai étendu mes bras et laissé échapper un soupir de soulagement, tout en balayant les environs du regard. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que la terrasse surélevée me donnait un bon point de vue pour observer les jardins de mes voisins. Puisque je n'avais pas encore rencontré officiellement aucun d'entre eux, j'ai tenté de deviner qui pourrait poser problème si mes fêtes devenaient trop bruyantes, et le risque d'appel au 911 devenait une dure réalité, n'est-ce pas? J'ai vu un jardin bien entretenu, un barbecue et un hamac. J'ai pensé qu'il devait s'agir d'un couple d'âge moyen. Espérons qu'il ne soit pas trop vieux et grincheux, me suis-je dit en tournant la tête vers mes voisins de gauche. C'est à ce moment que je l'ai vu. Sous un grand chêne décoré de guirlandes lumineuses de Noël se balançait ce qui semblait être un jeune garçon sur une balançoire. Super, me suis-je dit. J'imagine que son heure de coucher est bien plus tôt que celle où mes fêtes se termineront. Je continuais à regarder l'enfant, mais son dos était tourné vers moi. Il portait un sweat à capuche et des gants, ce qui m'a paru étrange puisque c'était l'été et qu'il faisait assez chaud dehors. J'ai laissé passer ça, et j'ai supposé que l'enfant était malade. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai commencé à tout déballer. Avec l'aide de quelques amis, nous avons réussi à monter tous mes meubles, brancher mon système de divertissement et, en gros, rendre la maison fonctionnelle. Je viens d'envoyer le message. Les gars, préparez-vous à faire la fête ce soir, ai-je lancé en sautant du canapé après avoir terminé ma bière. Mes amis ont tous poussé des cris de joie et des séries de high-fives ont été échangées. À ce moment-là, le soleil commençait à se coucher, plusieurs heures s'étaient écoulées depuis que nous avions tout d'abord emmené mes affaires. Mon ami Dan, déballant l'une des dernières boîtes, regardait par la fenêtre avec curiosité. « Tu as déjà rencontré tes voisins? Peut-être qu'une jolie demoiselle va venir te demander du sucre, hein ?» me dit-il sur un ton sarcastique en se tournant vers moi avec un geste vulgaire. En souriant et en m'approchant, je lui ai répondu « Non, je ne pense pas avoir beaucoup de chance de ce côté-là. Ça a l'air d'être juste des familles normales. L'un d'eux a même un enfant. » En désignant la maison que j'avais vue plus tôt, mon visage a pris une expression de confusion et de surprise. Le garçon que j'avais vu se balancer plus tôt était toujours là. Il continuait à se balancer sous l'éclairage tamisé du petit arbre. C'est étrange. Cet enfant se balançait quand nous sommes arrivés tout à l'heure aussi, ai-je dit à Dan, qui regardait à peine son téléphone et a à peine reconnu ma remarque. Il a levé la main et marmonné. Ça doit être un gamin en éducation spécialisée ou quelque chose comme ça, avant de s'éloigner pour inviter d'autres personnes à la fête d'inauguration. Je me suis retourné vers le garçon sur la balançoire. Il n'avait pas pu se balancer tout ce temps, si. Ce soir-là, comme prévu, nous avons eu ma fête d'inauguration. C'était vraiment génial. J'ai accueilli mes amis et mes cousins à leur arrivée, en leur offrant tous la boisson de leur choix. Nous sommes restés dehors jusqu'à environ 3 ou 4 heures du matin, quand le temps s'est soudainement rafraîchi et qu'une petite pluie fine a commencé à tomber. J'aurais été prêt à rester dehors jusqu'à ce que cela passe, mais les filles ont toutes commencé à paniquer en prétendant que leurs cheveux allaient friser, et elles sont toutes rentrées en courant. Naturellement, les gars les ont suivies, utilisant des parapluies de fortune pour protéger les filles, et je me suis moqué de voir à quel point ils essayaient de séduire. J'en ai profité pour ramasser rapidement une partie des déchets accumulés avant de rentrer à l'intérieur. J'ai ramassé une poignée de canettes et de bouteilles avant de me retourner, et là, j'ai été figé de stupeur.
J'imagine que nous avions tous été distraits par la musique et l'alcool pour ne pas le remarquer plus tôt, mais maintenant que tout le monde était à l'intérieur, je l'ai vu. Le garçon était toujours dehors sur sa balançoire. Il était toujours dans la même position et dans la même tenue que celle que j'avais vue toute la journée, dos tourné vers moi, portant le même sweat à capuche et les mêmes gants. Je suis resté là pendant un moment, perdu dans mes pensées, quand derrière moi j'ai entendu un grand « Salut, voisin ». J'ai sursauté et fait un rapide demi-tour, laissant tomber les déchets que je portais. « Oh, désolé mon vieux, je ne voulais pas te faire peur. » a ri un vieil homme en pyjama et chaussons tendant la main pour que je la serre. « Oh, bonjour monsieur », ai-je dit en m'éclaircissant la gorge avant de lui serrer la main, essayant de reprendre mes esprits. Il a souri et a commencé à tripoter ses mains. Je déteste être ce genre de personne, surtout que tu viens juste d'emménager et tout, mais tu penses que vous pourriez baisser un peu la musique? Ma femme et moi avons le sommeil léger et, à notre âge, nous avons tendance à nous lever tôt, a-t-il dit timidement. J'ai souri et ri, en mettant une main sur mon visage, embarrassé. Oh là là, je suis désolé, monsieur. Les choses ont un peu dérapé. Je ne pensais pas que les gens resteraient aussi longtemps. Je me sentais vraiment mal. Je m'attendais presque à ce que l'homme sorte en hurlant, nous demandant de baisser le son sous peine d'appeler la police. Son attitude douce était rafraîchissante et j'étais plus qu'heureux de m'exécuter. J'ai ri et répondu « Je vais aller dire à tout le monde de rester à l'intérieur et de baisser d'un cran. Au fait, je m'appelle Pierre. » Je lui ai serré la main. « Enchanté, Peter. Moi, c'est Paul. » dit-il avec un sourire. Son regard s'est alors dirigé derrière moi, vers le garçon sur la balançoire. « Je suppose que tu as remarqué le gamin endormi, non » m'a demandé Paul en se frottant les mains pour les réchauffer. « Oui » ai-je répondu en me retournant pour lui faire face. « C'est quoi son histoire ?» Il a passé toute la journée sur cette balançoire. Paul haussa les épaules. « Pas sûr. Personne ne connaît vraiment son histoire. Il se balance encore et encore jusqu'à ce que... » Paul s'arrêta, les yeux écarquillés. « Attends. Oui, ça arrive. Regarde. » Je me suis retourné et j'ai vu que le garçon avait arrêté de se balancer. Il restait complètement immobile pendant un moment, avant de lentement se lever du siège en caoutchouc de la balançoire. Puis, il s'est mis à trembler violemment, tombant à genoux et grattant la terre en dessous de lui. Même d'où nous étions, nous avons pu entendre ses cris rapides et ses gargouillements. Je me suis inquiété. Le garçon allait-il bien? Il semblait faire une crise d'asthme ou une crise d'épilepsie. J'ai commencé à courir vers le garçon pour l'aider, mais je me suis arrêté après quelques pas. Sa mère était sortie en courant. J'ai regardé cette scène, totalement sobre, à cause de l'adrénaline qui traversait mon corps. Ce n'était pas une vision agréable. C'était une femme frêle, décharnée, avec une tignasse grise et noueuse. Sa peau était pâle et ses yeux avaient de larges cernes, comme si elle n'avait pas dormi ou mangé correctement depuis des lustres. Madame Langer s'est précipitée avec un petit flacon orange, le genre que l'on reçoit d'un pharmacien. Lorsqu'elle a atteint son fils, elle s'est agenouillée et a versé plusieurs pilules blanches dans sa main. Avant même qu'elle ait pu lui offrir les pilules, il avait saisi son bras et enfoncé son visage dans sa paume et inhalant les pilules. Madame Langer s'est reculée, se frottant le poignet, visiblement blessée par son fils. Cela ne m'a pas vraiment surpris vu la maigreur de la femme. Paul et moi avons observé la scène intensément sans dire un mot. Après un moment ou deux, le garçon s'est simplement relevé, s'est rassis sur la balançoire et a repris son activité. Madame Langer a ramassé le flacon maintenant vide et est retournée à l'intérieur, en serrant toujours son poignet. Paul et moi étions bouleversés. Nous n'avions aucune idée de ce que nous venions de voir. Eh bien, j'ai déjà vu le gamin faire une crise avant, mais jamais aussi violente. Je parie que sa condition s'aggrave. Pauvre gosse, dit Paul en se grattant l'arrière de la tête. Qu'est-ce qu'il a exactement? Ai-je demandé, toujours rivé sur l'enfant. Comme je l'ai dit, je ne sais pas. Personne ici ne sait, répondit Paul en se retournant et en se dirigeant vers sa porte. De toute façon, ma femme doit s'inquiéter. Passe une bonne nuit, Peter. J'ai soupiré, essayant de remettre mes idées en ordre. Ravi de t'avoir rencontré, Paul.
Nous nous sommes échangés un dernier salut, avant de rentrer chacun chez nous. La fête était en train de se terminer lorsque je suis entré, et j'en étais soulagé. Ce que je venais de voir m'avait vidé de toute énergie. Le lendemain matin, je me sentais vraiment mal. Les vagues d'alcool que j'avais consommées la veille m'avaient enfin rattrapé. Ma tête battait, et j'étais terriblement déshydraté. Je me suis levé et cette sensation aride dans ma bouche et ma gorge a rapidement été remplacée par des nausées. J'ai couru vers la salle de bain et me suis effondré à genoux, m'accrochant à la cuvette des toilettes comme si ma vie en dépendait. Au moins, je n'avais pas à travailler ce jour-là, me suis-je dit. J'avais stratégiquement laissé une boisson énergisante dans la salle de bain la veille en prévision de ma gueule de bois, et je l'ai engloutie en quelques gorgées. Ce n'était pas une sensation nouvelle pour moi et je savais à quoi m'attendre. Après quelques minutes, j'ai vomi et me suis immédiatement senti mieux, mais pas assez pour être productif. Je me suis mentalement préparé à une journée de films, de jeux vidéo et de malbouffe. Quelques heures plus tard, alors que je me vautrais dans cet état végétatif, j'ai entendu le facteur déposer du courrier à ma porte. N'étant pas d'humeur à bouger du canapé, je l'ai ignoré et continué à regarder la série de zombies dont tout le monde parlait. Ce n'était probablement pas la meilleure idée de regarder autant de scènes grotesques, alors que mon estomac menait sa propre guerre intérieure. Mais j'ai fait l'effort et poursuivi le visionnage. Plusieurs épisodes plus tard, je me suis traîné jusqu'à la cuisine et j'ai mis un énorme plateau repas au micro-ondes. Pendant qu'il chauffait, je me suis dit que je pourrais ramasser le courrier d'un peu plus tôt. J'ai déverrouillé la porte et laissé entrer une bouffée d'air frais bien méritée. Je me suis posté à l'entrée et ai ramassé le contenu de ma boîte aux lettres, triant le courrier indésirable et les factures, jusqu'à ce que je voie que j'avais reçu un colis. Sans vraiment examiner la boîte, je l'ai apportée à l'intérieur et j'ai coupé le ruban adhésif. Je l'ai ouverte pour découvrir un petit flacon orange, comme celui que j'avais vu ma voisine tenir la nuit précédente. J'étais perplexe et j'ai cherché l'étiquette de livraison sur la boîte. Le facteur l'avait livré à la mauvaise adresse. Agacé, j'ai laissé échapper un grand soupir. Je n'avais aucune envie de m'habiller et de quitter la maison, encore moins de rencontrer mes nouveaux voisins de manière maladroite pour leur dire que j'avais les pilules pour leur enfant étrange. J'ai regardé par la fenêtre et vu que le garçon se balançait toujours, comme d'habitude. Le micro-ondes a sonné, signalant que mon repas était prêt. D'un dernier coup d'œil à l'enfant, je me suis dit que les pilules pouvaient attendre, puisqu'il en avait déjà avalé plusieurs la nuit précédente. J'ai jeté le flacon de pilules sur le côté et me suis dirigé vers la cuisine. Après avoir mangé, je me suis senti fatigué et je me suis endormi sur le canapé. Je me suis réveillé au son du bruit venant de l'extérieur de ma maison. Le bip répétitif d'un gros véhicule en marche arrière résonnait dans ma tête. La nuit était tombée et ma maison était plongée dans une obscurité presque totale. La seule lumière provenait de la télévision en veille et du tourbillon de lumières rouges et bleues qui illuminait mes fenêtres. La scène à laquelle je me suis réveillé semblait presque surréaliste, et pendant un instant, j'ai pensé que je rêvais. Je me suis levé et me suis approché de la fenêtre. Une foule s'était rassemblée sur ma pelouse, faisant face à une ambulance garée dans l'allée des Langeurs. J'ai enfilé une veste légère pour cacher mon t-shirt, probablement taché et sentant mauvais, que j'avais porté toute la journée. Parmi la foule se trouvait Paul, accompagné de plusieurs autres personnes, que je présumais être des habitants du quartier. « Hé, Paul !» ai-je crié en m'éclaircissant la gorge. « Qu'est-ce qui se passe ?» Les yeux toujours rivés sur la scène à côté, il a répondu « Eh bien, on n'est pas sûr, mais on pense qu'il est arrivé quelque chose à quelqu'un dans la maison. » Monsieur Langer parle à un des secouristes et il a l'air paniqué. J'ai vu l'homme dont Paul parlait. Comme sa femme, Monsieur Langer avait l'air épuisé et affaibli. Il portait un débardeur qui révélait sa maigreur. Ses côtes saillaient sous sa peau pâle et tendue. Il marchait nerveusement, se couvrant les yeux et marmonnant des choses pour lui-même. J'étais encore en train de l'observer, lorsque la foule autour de moi s'est mise à crier de panique. Je me suis tourné vers la porte des Langères, et mon sang s'est glacé. 2 policiers sont sortis de la maison, suivis d'un secouriste poussant une civière. Sur le dessus de la civière, le corps ensanglanté de Madame Langère, apparemment sans vie. De l'endroit où nous nous tenions, nous pouvions voir ses poignets pâles et meurtris pendre sur les côtés,
le sang coulant le long de ses doigts. Elle a commencé à convulser, sa tête se balançant, tandis que le secouriste lui appuyait un masque à oxygène sur le visage avant de la hisser dans l'ambulance. Je me suis tourné vers Paul, qui s'était mis sur la pointe des pieds pour voir par-dessus la foule. Un des policiers s'est alors rapproché de notre groupe, désormais en panique, ordonnant aux gens de se disperser et de rentrer chez eux. Tout le monde a commencé à bombarder l'officier de questions, lui demandant ce qui s'était passé et s'ils étaient en sécurité. Vous n'avez rien à craindre. Il semble qu'un groupe de coyotes ait attaqué Madame Langer dans son jardin. Nous avons localisé et neutralisé les animaux, répondit l'officier en évitant de croiser le regard de quiconque. Il était clair qu'il mentait. J'ai levé la main au-dessus de la foule. Et le garçon? Est-ce qu'il a été blessé? L'officier m'a lancé un regard irrité et a annoncé, hésitant, il n'était pas près du lieu de l'attaque. Nous pensons qu'il a eu peur et qu'il s'est enfui pour se mettre en sécurité. Nous sommes en train de le chercher. Si quelqu'un le voit, appelez immédiatement le 911. Sur ce, l'officier a tourné le dos à la foule mécontente et s'est précipité vers sa voiture de police. Je me suis retourné vers Paul qui avait l'air consterné. Il m'a lancé un sourire apathique avant de me taper dans le dos et de rentrer chez lui. Je suis resté là un moment après que la foule se soit lentement dispersée. Était-ce ma faute? Avait-ce quelque chose à voir avec les pilules? J'ai rapidement repoussé ces pensées paranoïaques qui envahissaient mon esprit et je suis retourné chez moi. J'ai refermé la porte d'entrée que j'avais laissée ouverte négligemment et je me suis effondré, les mains autour de ma tête. Une vague d'émotions me submergeait alors que je réfléchissais à la suite. Je savais que je devais me débarrasser des pilules dans ma maison. Bien que les chances soient faibles, je ne voulais pas être blâmé pour ne pas avoir rendu les pilules plus tôt. Je savais que j'avais commis au moins un crime fédéral en ouvrant, sans le savoir, le courrier de quelqu'un d'autre. Je décidai donc de placer anonymement la boîte de pilules dans la boîte aux lettres des Langer, puis de revenir en courant à l'intérieur. J'ai pris les pilules sur mon canapé et jeté un coup d'œil par la fenêtre arrière. Les lumières de Noël dans le chêne brillaient plus que jamais, illuminant la scène macabre, juste en dessous. Du sang et des vêtements déchirés jonchaient le sol. C'est là que je les ai vus. Les gants et le sweat à capuche du garçon gisaient parmi les débris. Mon cœur s'est serré. J'étais certain que le garçon était mort, ou au moins gravement blessé. Les larmes ont commencé à remplir mes yeux, alors que je frappais des poings contre le rebord de la fenêtre. Le bruit soudain résonna dans toute la maison. Je n'avais pas fait un bruit depuis mon retour, et ce contraste sonore fit paraître le silence honteux, qui suivit encore plus pesant. C'est alors que je l'ai entendu. Un gémissement sourd et terrifiant venant de ma chambre. Je me suis figé, à peine respirant, à l'écoute d'un autre bruit. À mon grand désarroi, le gargouillement grotesque résonna à nouveau, plus fort cette fois, presque comme un grognement. Toutes les lumières de ma maison étaient encore éteintes, à l'exception de la faible lueur qui provenait de la télévision en veille. Mon corps refusait de bouger, malgré le désir de mon esprit de fuir. Mon instinct prit le dessus alors que mes yeux s'adaptaient à l'obscurité. Face à cette réalité de survie, je savais que j'allais choisir de fuir. J'ai sorti mon téléphone et tâtonné pour activer l'application lampe torche, tout en me dirigeant lentement vers la porte arrière. Mes yeux restaient fixés sur le court couloir qui reliait la pièce principale de la maison à ma chambre. C'est là que je l'ai vu. Une petite créature commençait à ramper hors du couloir. Je distinguais à peine ses traits, mais cela ressemblait à un être humain, marchant à quatre pattes. Ses mouvements étaient étranges et maladroits. Ses membres se déplaçaient de manière désordonnée, sa tête tournée vers le sol. J'entendis à nouveau le même gargouillement effrayant, et je réalisai qu'il reniflait le sol. Ce qui se passa ensuite continue de me hanter. L'application lampe torche que j'avais ouverte s'alluma enfin, et son faisceau perça l'obscurité pour éclairer la créature monstrueuse. Je me sentis immédiatement malade. Vous connaissez cette sensation, au milieu d'un cauchemar, lorsque vous commencez à soupçonner que ce n'est pas la réalité et que vous suppliez de vous réveiller? Ce sentiment désespéré de terreur envahit chaque fibre de mon être.
Devant moi se tenait le garçon Langer, dépouillé de toutes les couches de vêtements qu'il portait habituellement. Pour la première fois, je le voyais tel qu'il était vraiment. Ce n'était pas un enfant normal. Sa peau était abîmée, usée, parsemée de rides et de cicatrices. Il leva lentement la tête vers la lumière. Nos yeux se rencontrèrent. Le pire était dans ses yeux. Aussi intenses que soient les cernes autour des yeux de sa mère, elles ne pouvaient pas rivaliser avec celles du garçon. Le noir autour de ses pupilles ne faisait que souligner leurs dilatations anormales et la couleur étrange de ses iris. J'étais comme pétrifié. Mon corps refusait de bouger. Tout mon être était paralysé tandis que je regardais la scène se dérouler. Lentement, le garçon tourna son corps dans ma direction et se mit à ramper vers moi, de plus en plus près. Il laissait des empreintes sanglantes à chaque endroit où ses mains touchaient le plancher en bois. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il soit à moins d'1 mètre de moi, ce qui semblait durer une éternité. Aucun de nous ne bougeait. Mon esprit était tordu de panique, et je pensais que j'allais m'évanouir avant même d'en avoir l'occasion. Le garçon se leva de sa posture animale. Il se tenait maintenant debout, les bras ballants sur ses côtés. Ses yeux percèrent les miens. Je continuais à le fixer, toujours paralysé de peur. Puis, lentement, son attention se détourna de mes yeux pour se poser sur ma main, celle qui tenait toujours le flacon de pilule. Dès qu'il réalisa ce que je tenais, il brisa le silence en émettant un cri démoniaque, semblable à celui d'une banshee. Seule sa bouche bougeait, sa mâchoire s'abaissant anormalement. Ce cri me tira de ma transe et je tombai au sol, toujours face au garçon. Il s'accroupit, mettant son visage à hauteur du mien. Sa bouche restait grande ouverte, dévoilant ses dents tordues et effilées. Les petites lames étaient encore maculées de ce qui ressemblait à des lambeaux de chair, probablement celles de sa mère. Il étendit son bras vers moi, dévoilant sa main ensanglantée. Je compris immédiatement ce qu'il voulait. Ma voix tremblait. « Tu veux tes pilules, c'est ça ?» Il continua de me fixer, imperturbable. Avec des mains tremblantes, j'ouvris le petit flacon orange et versai plusieurs pilules dans la paume de l'enfant. Pendant ce qui sembla être un moment interminable, il ne bougea pas. Je n'avais jamais vu le temps passer aussi lentement. Tout ce que je souhaitais, c'était qu'il s'en aille. Finalement, la bouche du garçon se referma, s'étirant en un léger sourire. Il se tourna et se dirigea vers la porte arrière. Il me jeta un dernier regard, avant d'avaler toutes les pilules d'un coup, dans un bruit audible. Puis il poussa la porte et retourna vers son sanctuaire. Je le regardais prendre place sur sa balançoire et recommencer à se balancer d'avant en arrière, comme si de rien n'était. J'ai réussi à fermer ma porte arrière avant de m'effondrer par terre. Cela fait 1 semaine que cette nuit s'est produite, et j'ai rendu les pilules comme prévu. Madame Langer est toujours dans un état critique, et son mari a pris le relais pour donner les mystérieuses pilules à leur fils, chaque fois qu'il en a besoin. Personne ne m'a jamais posé de questions sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Je n'ai rien signalé. Je prévois de déménager bientôt, peut-être dans un appartement en ville, où il n'y a ni jardin ni balançoire. Les cauchemars et la peur de cette nuit continuent de me hanter. Mon jardin, toujours en désordre après la fête, reste intact. Je n'ai pas osé y retourner pour nettoyer. Depuis cette nuit effrayante, le garçon veille à se balancer face à ma maison. À chaque fois que je jette un coup d'œil par la fenêtre, je vois ses yeux hantés fixer les miens, tandis qu'il arbore ce sourire horrible. La dernière fois que j'ai vu le garçon, son père sortait lui donner une autre dose de médicaments. Monsieur Langer n'en avait presque plus. Cela fait maintenant 3 longues nuits. Je regarde par la fenêtre et je vois ce que je m'attendais à voir, une balançoire vide. Golf, je ne sais honnêtement pas par où commencer. Je vais commencer par les bases. Je m'appelle Alex. J'ai 22 ans. De 1999 à 2003, j'ai fréquenté une petite école primaire en Géorgie appelée Warwood Elementary. C'était une école privée mais non religieuse, avec environ 300 élèves au total. À l'époque, j'étais enfant unique. Mes parents étaient divorcés et je n'ai plus jamais revu mon père après leur séparation. Ma mère s'est fiancée à un nouveau petit ami mais ils ne se sont jamais mariés, ils sont juste restés fiancés. Quoi qu'il en soit,
Je ne me souviens pas très bien de ma première année à Warwood, car j'étais en maternelle. J'ai rencontré un ami nommé Tony et nous sommes restés ensemble jusqu'à ce que je déménage en 2004. Je ne vais pas te faire perdre du temps avec des détails inutiles sur ma vie, je vais te parler des choses étranges. En première année, en 2000, Tony et moi étions dans la classe de Madame Anderson. Elle avait une trentaine d'années, les cheveux courts, et ressemblait un peu à Jamie Lee Curtis dans ses dernières années. Elle était incroyablement douce et compatissante, et les parents comme les élèves l'adoraient. Différents niveaux avaient des horaires de récréation différents à Warwood. Les élèves de la petite section jusqu'au CE1 avaient récréation de 11h30 à midi, et ceux du CE2 au CM2 de midi à 12h30. Notre cours de récréation était immense malgré nos petites classes. L'île principale de la cour avait un toboggan, un pont, des échelles, des barres de singes et un énorme dôme en plastique avec des petits os de dinosaures sur le plafond. On l'appelait le Dinodome. Tony et moi nous y retrouvions avec Scotty et Phil, nos amis de deuxième année. Scotty avait un frère en CM1 et la sœur de Phil était en CM2. Ils étaient tous deux à Warwood depuis la petite section. Un jour, au cours de ma première année, je me souviens d'une rumeur qui circulait à propos de la chaise maléfique. Scotty était certain que son frère Mark y avait été envoyé. J'ai entendu parler de cette chaise pour la première fois à la cantine, juste après la récréation. Je pense qu'un garçon nommé Eddie m'en a parlé à voix basse. « Alex, tu sais à propos de la chaise maléfique ?» J'ai secoué la tête. Beaucoup de mes réponses, que ce soit aux adultes ou aux enfants, étaient des gestes plutôt que des mots, car j'étais plutôt timide. « Tu veux savoir ce qu'est la chaise maléfique ?» J'ai hoché la tête. « Ok, tu sais où est la salle des profs près des toilettes des filles ?» La salle des profs était une petite pièce pour les enseignants, probablement avec un frigo et une salle de bain. J'ai encore hoché la tête. Eh bien, un gamin dit qu'il a vu à l'intérieur. Il dit qu'il y a une autre porte. Impossible, me suis-je dit. Aucun enfant, vivant ou mort, n'avait jamais vu l'intérieur de la salle des profs. Comment il l'a vu ? Ai-je demandé incrédule. Il devait aller aux toilettes et en revenant à la classe de Madame Tudor, il a vu un enseignant entrer. Quand la porte s'est ouverte, il a vu une table, des chaises et une autre porte. Et alors, c'est là qu'est la chaise maléfique. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Tu te souviens de J-Boy ? J-Boy était un élève de 5e moyen très mal élevé, connu de tous. Cette semaine-là, il avait été renvoyé pour mauvais comportement. Ouais. Tu te souviens comment il a saccagé le bureau de Madame Ludkeith la semaine dernière, puis comment il a utilisé ses affaires de scout pour mettre le feu à tous les tests ? Ouais. Eh bien, il a eu quelque chose de pire qu'une retenue. Ah ouais ? Ouais, il a été viré. Eddie a rigolé, d'un air condescendant. C'est ce qu'ils veulent te faire croire. Qui, ils ? Les profs. J-Boy ne vit plus ici. Il vit à l'hôpital maintenant. Pourquoi ? À cause de la chaise maléfique, bien sûr. Le déjeuner s'est terminé, me laissant avec une curiosité infinie à propos de la chaise maléfique. Je pense que c'était un vendredi. Donc, après le week-end, je me suis retrouvé avec mes amis au Dinodome et je leur ai demandé s'ils avaient entendu parler de la chaise maléfique et du sort de J-Boy. Quelqu'un m'en a parlé, a déclaré Tony. Je pense que c'est un gros mensonge. Eddie m'a raconté un peu, mais il n'a pas eu le temps de tout dire. C'est quoi cette chaise maléfique alors ? Du côté du Dinodome, la tête chauve de Steve a pointé. Steve était un élève de 5e année primaire très malade, et il manquait souvent la récréation. Vous parlez de la chaise maléfique ? C'était extrêmement rare qu'un élève de 5e, même un cas spécial comme Steve, parle avec des élèves de première année. Nous étions tous figés, surpris d'avoir son attention, mais effrayés que les enseignants l'entendent. Nous étions tous figés, surpris d'avoir son attention, mais effrayés que les enseignants l'entendent. « Pourquoi pas ?» murmura Phil. « Tu pourrais être envoyé là-bas. » Steve regarda la cour de récréation et se glissa à l'intérieur du Dinodome. Et après, qui sait ce qui va se passer ? Qu'est-ce que c'est, cette chaise maléfique ? J'étais assez frustré à ce moment-là. Je voulais juste savoir ce qu'était cette chose, vrai ou non. Sous l'école. On ne peut y accéder que par une porte dans la salle des profs.
Oui, les élèves de CM2 appelaient la salle des profs un salon, beaucoup trop chic à notre goût. Qu'est-ce qu'elle fait? Demandai-je. Des choses mauvaises. Mes amis altèrent. Personne ne parlait aux élèves de 5e de cette manière. Steve, pourtant, n'en avait rien à faire. Il jeta à nouveau un coup d'œil en dehors du dynodome, juste pour s'assurer qu'aucun enseignant n'était à proximité. Vous connaissez J-Boy, non? Oui, répondîmes-nous tous en même temps. C'est un héros. Sans lui, aucun d'entre nous ne saurait ce qu'est la chaise maléfique. Elle est ici depuis longtemps, mais c'est lui le premier à s'en être échappé. Échappé? Ouais. Steve déglutit, presque comme s'il avait lui-même vécu l'événement. Quelque chose a mal tourné. Quoi donc? Insistai-je. Steve se tourna vers moi, son visage blême, et murmura. Quelque chose s'est joint à eux. Bonjour les garçons. Madame Chandra, la surveillante de la récréation, entra dans le dynodome. Nous avons tous crié. Madame Chandra sursauta, surprise par nos cris, puis rit. Steve, tu racontes des histoires effrayantes aux petits? Oui, madame, répondit Steve, d'une voix presque robotique. Pas trop sombre, j'espère. Steve secoua la tête, et aucun de nous ne la regarda. Il ne reste que 5 minutes avant que les petits retournent en classe. Tu devrais être dehors avec les autres, Steve. Oui, madame, répondit-il, toujours aussi mécanique. Pas d'autres histoires effrayantes, d'accord? Non, madame. Très bien. Sur ce, madame Chandra nous tapota gentiment le dos, puis sortit. Steve avait l'air sur le point de pleurer et s'enfuit du dynodome. Nous ne l'avons plus revu. Les jours qui ont suivi notre conversation avec Steve furent calmes et apparemment normaux. Steve était absent, et la plupart des élèves disaient que c'était à cause de ses fréquentes visites à l'hôpital. Mes amis et moi avions une autre hypothèse. Cependant, Tony a soulevé de bonnes questions concernant la situation de J-Boy. Pourquoi ses parents ne faisaient-ils rien? Quelqu'un avait sûrement dû leur parler des rumeurs autour de la chaise maléfique. Si d'autres enfants avaient été envoyés là-bas, pourquoi ne s'en souvenaient-ils pas? Ils n'auraient pas pu mourir ou disparaître sans que les gens remarquent un grand nombre de disparitions. Avec le temps, nous avons appris plus de détails sur la chaise maléfique, parfois par des élèves de notre classe, mais surtout par des élèves de CM1 et de CM2. Apparemment, si la chaise maléfique fonctionnait, tu ne te souvenais de rien. C'est ce qui rendait l'histoire de J-Boy si importante. C'était la première fois que quelque chose tournait mal, et il s'en souvenait. Quelques mois ont passé. Et les histoires sur la chaise maléfique et J-Boy ont commencé à s'estomper. On nous a dit par la directrice Madame Abner que Steve avait passé ses derniers mois à l'hôpital à se battre courageusement contre le cancer, mais qu'il avait malheureusement succombé à la maladie. Tony en a conclu que la chaise maléfique n'était qu'une histoire effrayante inventée par les élèves de CM2 pour nous faire peur. Nous étions presque convaincus, jusqu'au dernier jour de notre première année. L'été approchait à grands pas, et naturellement, tout le monde était très excité. Avec cette excitation venait le chaos, bien sûr. Ce dernier jour, notre classe de première année s'est jointe à celle de Madame Lucky, une classe de deuxième année, pour une petite fête avec des pizzas. Nous jouions, chantions des chansons et racontions des histoires. Puis un élève de deuxième année, William, est entré en courant dans la salle de classe. Il avait quitté la pièce quelques minutes plus tôt pour aller aux toilettes. Tous les enfants semblaient inquiets pour lui. Madame Anderson et Madame Lucky échangèrent des regards sérieux. Anderson fut la première à l'approcher. « Will, chéri, qu'est-ce qui ne va pas ?» William avait du mal à se tenir debout et pleurait tellement qu'il vomit un peu sur la moquette. Les autres enfants étaient dégoûtés. Les adultes présents appelèrent à l'aide pour nettoyer, tandis qu'Anderson tapotait William dans le dos et l'encourageait à partager ce qui l'avait bouleversé. « Steve, c'est Steve !» cria-t-il enfin, les yeux fermés. Madame Anderson resserra son emprise sur le garçon et essaya de l'emmener dans le couloir, mais il hurla et se recroquevilla sur lui-même. Un des adultes proposa d'appeler ses parents, mais Anderson lui demanda d'attendre quelques minutes pour voir s'il se calmait. Elle lui demanda à nouveau ce qui s'était passé. Elle lui demanda à nouveau ce qui s'était passé. « J'ai vu Steve », murmura Will, les yeux rouges et gonflés. « Steve qui »
demanda Anderson. Steve, l'enfant mort, dit Will en sanglotant. La pièce tomba dans un silence total, brisé seulement par les reniflements et les toux de Will. Madame Lucky et l'autre adulte escortèrent tous les élèves hors de la classe, tandis que Madame Anderson resta avec Will. Nous chuchotions entre nous jusqu'à ce qu'on nous ordonne de rester silencieux jusqu'à l'arrivée de nos parents. La fin de la journée approchait, et étrangement, aucun de nous ne voulait partir. Nous avions besoin de savoir ce qu'avait vu Will, mais personne ne le découvrit jusqu'à ce que la deuxième année commence. Je n'ai pas grand-chose à dire sur cet été, si ce n'est que la plupart de mes nuits furent passées à me demander ce qu'avaient vu Will et Steve et ce qu'il en était de la chaise maléfique. Je demandais à Tony s'il avait entendu quelque chose, qui demandait à Phil, qui demandait à Scotty, mais personne n'en savait plus. Le premier jour de deuxième année, Tony et moi nous sommes retrouvés et avons commencé à poser des questions sur William, qui était maintenant en troisième année avec Scotty et Phil. Eddie, le même garçon qui m'avait parlé de la chaise maléfique, nous a donné des réponses. William ne va plus à l'école ici, il est scolarisé à la maison, je pense. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette conversation eut lieu quelques minutes avant que la classe ne commence. Il a dit que pendant qu'il faisait pipi, il a entendu des bruits étranges, comme des bruits de succion et des grognements. Quand il a ouvert la porte, il a vu Steve par terre, en train de se tortiller. Mais ce n'était pas vraiment Steve. Comment ça, ce n'était pas Steve? Demandai-je. Il était autre chose. Comme quoi? Je ne sais pas, personne ne sait. C'est tout ce que j'ai entendu. Steve était à la fois vivant et autre chose. Cela a conduit Will à consulter un médecin et depuis, il est scolarisé à la maison. Madame Lucky, qui était maintenant notre enseignante, nous fit asseoir et nous ordonna de commencer la leçon. Elle nous dit que les élèves n'iraient plus jamais aux toilettes seuls, mais qu'ils devaient toujours être accompagnés d'un camarade. Cette règle était évidemment due aux incidents de Steve et de J-Boy. Pendant la récréation au début de l'année, Madame Chandra jetait souvent un coup d'œil dans le dynodome, même quand mes amis et moi n'y traînions plus. Elle le faisait tellement souvent que nous avons cessé d'y aller. À la place, nous nous promenions autour de la cour de récréation à un rythme régulier, si nous avions besoin de discuter. Un jour, Scotty nous raconta que son frère aîné, maintenant en CM2, avait été envoyé en retenue pour avoir triché à un test. Scotty lui demanda ce que c'était que la retenue, et son frère Caleb lui répondit qu'il ne s'en souvenait pas. Il a dit qu'il s'était endormi ou quelque chose comme ça. Scotty commença à pleurer, et je lui rappelai la chaise maléfique. Madame Chandra le remarqua. « Il ne se sent pas bien », lui ai-je dit quand elle a demandé pourquoi il pleurait. Scotty garda le silence et fit semblant d'acquiescer. Madame Chandra proposa de l'accompagner à l'infirmerie, mais Scotty refusa et se mit à pleurer encore plus fort. Lorsque la récréation prit fin, Madame Chandra nous guida tous de retour en classe, puis nous la vîmes entrer dans la salle des profs, située au bout du couloir. Je me souviens de cet événement très clairement. À 2 salles de là, la classe de maternelle faisait la sieste, et nous étions en train de suivre une leçon de mathématiques avec Madame Lucky, qui nous parlait des fractions. Soudain, toutes les lumières s'éteignirent, et nous entendîmes des cris et des pleurs venant du couloir. Madame Lucky se précipita hors de la classe, nous laissant avec son assistante, Rachel, qui nous dit de rester calme. Environ 3 minutes passèrent, avant que les lumières ne se rallument. Les cris et les pleurs cessèrent immédiatement. Les maternelles avaient été effrayées par le noir, nous expliqua Madame Lucky, mais ce n'était pas du tout ce que les élèves de maternelle nous racontèrent lors de la récréation. Lorsque nous avons interrogé quelques élèves de maternelle sur ce qui les avait effrayés, ils nous ont tous raconté la même histoire, bien qu'étrange. Pour la lisibilité, j'ai modifié leur langage et leur grammaire pour la rendre plus cohérente. Voici leur récit. Nous avons d'abord interrogé une petite fille blonde dont je ne me souviens plus du nom. Avant la sieste, Madame Natacha a prié pour nous. C'était déjà un détail surprenant, car notre école était non religieuse, et les parents se seraient certainement insurgés contre toute forme de prière. Elle ne priait pas Dieu, elle priait quelque chose d'autre. Je ne peux pas le prononcer, ça ne ressemblait pas à de l'anglais. Elle a mentionné Steve, le Steve mort, et J-Boy. Et ça nous a fait un drôle d'effet comme des picotements.
On était plus endormis qu'on ne l'était avant. Je ne sais pas combien de temps nous avons dormi avant que quelque chose arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? Demandai-je. La fille commença à trembler et sembla sur le point de pleurer. Mais en un instant, elle se calma et même sourit un peu. C'était magnifique, dit-elle. Tellement magnifique. Elle ne dit plus grand-chose, mais un autre enfant de maternelle continua. Madame Natacha a prié pour nous avant la sieste. J'ai commencé à me sentir bizarre après qu'elle ait mentionné Steve et J-Boy, et quelque chose d'autre, je ne sais pas comment dire. C'était étrange, mais je me sentais vraiment somnolent tout d'un coup. Certains de mes amis ont fermé les yeux, mais j'ai lutté pour rester éveillé, parce que je n'avais pas sommeil avant. J'avais un peu envie de faire pipi. Le garçon semblait avoir une expression neutre, presque absente. Il s'assit à côté du toboggan sans rien faire. J'ai entendu la porte de la salle de classe s'ouvrir. Madame Natacha est sortie. Je le savais, parce que j'ai entendu ses talons claquer sur le sol. J'ai soulevé ma couverture pour ne pas qu'elle voie que j'étais éveillé. « Qu'est-ce qui est arrivé ensuite ?» demandai-je, impatient de connaître la suite. Le garçon commença à respirer plus fort. Quelque chose est venu. Qu'est-ce qui est venu? Le garçon hoqueta, effrayé. Je ne devais pas être réveillé. Il poursuivit en expliquant que la chose se tenait au-dessus de lui, pesant lourdement sans le toucher, et qu'il avait tellement peur qu'il voulait pleurer, mais il ne l'a pas fait. Nous avons alors parlé à un autre enfant de maternelle, dont le nom était Josué. Il avait l'habitude de jouer avec des balles de tennis sur lesquelles il dessinait des visages, et il leur parlait. Quand nous lui avons demandé ce qui s'était passé, il utilisa ses balles de tennis pour répondre « Nous nous préparions à dormir », quand Madame Natacha a dit une prière pour nous. Notre Dieu a un drôle de nom et il prend soin de Steve, le Steve mort, et de J-Boy. J'ai eu des picotements et j'ai fermé les yeux. Puis j'ai dormi. Et puis quelque chose est arrivé. Tony, interloqué, l'interrompit. Quelque chose est arrivé? Joshua plaça l'une de ses balles de tennis juste devant le visage de Tony et dit « Oui, quelque chose est arrivé. Je le sais parce que nous nous sommes tous réveillés et les lumières étaient éteintes. Madame Natacha les avait laissées allumées. Je ne savais pas où elle était. Et puis nous avons tous crié, tous en même temps. Au début, nous ne savions pas pourquoi nous crions, même moi. Je criais jusqu'à en avoir mal. Et puis quelque chose nous a touchés un par un. Aucun des enfants de maternelle n'a dit quoi que ce soit à ses parents. Personne d'autre n'en parla non plus, à part Tony, Scotty, Phil et moi. L'école a continué normalement pendant des années. Cela semble anticlimatique, non? Non, en fait, les choses n'étaient pas vraiment normales. J'ai découvert quelque chose il y a seulement 3 jours. Ma mère m'a raconté une histoire à propos de ma 2e année dont je ne me souvenais pas. Elle m'a dit que mes amis et moi avions dessiné des trucs méchants sur le tableau blanc de notre professeur et que nous avions été envoyés en retenue pour ça. Je ne me souviens pas du tout de ça. Il n'y a qu'une seule explication. Nous n'avons pas dessiné sur le tableau blanc et nous n'avons pas été envoyés en retenue. Nous avons été envoyés ailleurs. Nous avons pris place sur la chaise maléfique et tout ce qui s'est passé là-bas a fonctionné. Toutes mes mémoires de la 2e année, de la 3e et de la 4e ne sont pas fiables. Je suis retourné à Augusta, en Géorgie, pour retrouver Warwood. Mais à la place, j'ai trouvé une autre école à cet endroit, que je ne nommerai pas pour leur sécurité. Le bâtiment était le même, mais il avait été rénové et peint différemment. Je suis entré dans l'école et j'ai demandé à la réceptionniste l'histoire de l'endroit, en expliquant que j'avais fréquenté cette école lorsqu'elle s'appelait Warwood. « Ah oui, Warwood », répondit-elle. « L'école a été renommée après un changement de direction. » « Un changement de direction ? » Oui, la plupart des membres du personnel d'origine ont quitté ou se sont installés ailleurs dans différents endroits. J'ai fait une pause. « Des rénovations ont-elles été faites à l'intérieur ?» demandai-je, en jetant un coup d'œil vers le couloir où se trouvait la salle des profs. « Non, je ne pense pas. Pourquoi ? J'ai des souvenirs flous de cette pièce, et j'aimerais les clarifier. Je ne peux pas vous laisser entrer dans les salles sans autorisation spéciale. Ce n'est pas grave, je comprends.
J'ai pris place devant le bureau et j'ai attendu que la journée se termine. Je me suis dirigé vers les toilettes, exactement à l'endroit où elles étaient auparavant. Je me suis souvenu de l'histoire de Steve apparaissant dans ces mêmes toilettes. Après avoir fait ce que j'avais à faire, je me suis lavé les mains et un garçon est entré. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondis-je. » Le garçon m'observait, sans aller aux toilettes. Puis, soudain, il me dit « Tu ressembles à un papa. » Je souris maladroitement et quittai rapidement les toilettes. En sortant, j'ai vu la porte du salon des enseignants. Elle avait été refaite, plus moderne et plus élégante. Je la testai, et elle était déverrouillée. Je suis entré. La pièce était sombre, mais je distinguais une porte. La même porte que j'avais vue autrefois à Warwood. Je me suis approché, et je l'ai ouverte. Elle menait à un escalier qui descendait dans l'obscurité. Je suis descendu, et avec chaque pas, la douleur dans ma tête s'intensifiait. En bas, j'ai trouvé un interrupteur et allumé la lumière. Il y avait des boîtes partout. Pas de chaises maléfiques, pas de bougies, juste des boîtes. « Bienvenue, Alex », dit une voix derrière moi. C'était Madame Natacha. Elle souriait, et en me montrant une boîte, elle me dit « Ouvre-la ». En septembre 2017, ma copine et moi, après 3 ans de relation, avons traversé une rupture extrêmement amère. Comme nous vivions ensemble, j'ai emballé mes affaires et déménagé le On Air octobre. J'ai séjourné dans un hôtel pendant presque 2 semaines, travaillant le jour et cherchant des appartements le soir, mais la plupart des endroits que je voyais en ligne étaient, pour ainsi dire, déprimants. Mes recherches initiales excluaient tous les appartements partagés, car je n'aimais pas l'idée d'avoir un colocataire au hasard. Mais avec le temps et la facture de l'hôtel qui commençait à avoisiner les 4 chiffres, j'ai commencé à enlever de plus en plus de filtres à ma recherche. J'ai commencé à envisager sérieusement la possibilité d'avoir un colocataire, surtout si je pouvais le rencontrer avant d'emménager, afin d'évaluer s'il allait poser problème ou non. Toutes les personnes à qui j'ai parlé au téléphone semblaient soit louches, soit peu fiables, ou une combinaison des deux. Mais juste au moment où j'étais sur le point d'abandonner, j'ai rencontré Florian. Florian cherchait un colocataire pour l'aider à payer le loyer de son appartement de 2 chambres à Bushwick. Quand j'ai cliqué sur les photos de son appartement, j'ai été choqué. L'appartement était vraiment très beau, avec un style un peu rustique, comme un entrepôt. Mais tout le mobilier et les installations semblaient neufs. Mais le meilleur était ce que Florian avait écrit dans sa petite section à propos de moi. Il avait écrit quelque chose comme « Je travaille exclusivement la nuit, donc vous avez l'appartement pour vous seul le soir, mais j'exige un silence complet pendant les heures de jour. » Je venais de commencer à travailler à domicile à l'époque. Et le silence total pendant la journée était exactement ce que je recherchais. Je lui ai envoyé un message, nous avons parlé au téléphone, puis j'ai arrangé une visite de l'appartement pour discuter en face à face. L'endroit était encore plus beau en personne et, à bien des égards, Florian semblait être le colocataire idéal. C'était un grand Estonien mince, très sec et réservé, qui portait un col roulé noir et des lunettes. Il a dit qu'il était cinéaste et qu'il réalisait un projet qui impliquait exclusivement des tournages de nuit, d'où le fait qu'il serait hors de l'appartement au coucher du soleil. Il était un végétarien sobre, mais ne voyait aucun inconvénient à ce que je garde de la viande ou de l'alcool dans l'appartement. En fait, cela ne semblait pas le déranger tant que je ne fumais pas et que je ne faisais absolument aucun bruit pendant la journée. Après lui avoir expliqué ma situation et pourquoi le silence pendant la journée était idéal, j'ai décidé de tester son sens de l'humour et de lui demander s'il était un vampire. Il n'a pas ri, il n'a même pas esquissé un sourire, il a juste répondu « Non, comme je l'ai dit, je suis végétarien. » Heureusement, ma tentative d'humour n'a pas gâché mes chances. Et comme j'ai proposé de payer 3 mois de loyer d'avance, il m'a offert la chambre sur le champ. Le lundi suivant, je déménageais mes affaires dans l'appartement. J'ai dû attendre après 19 heures, mais avec l'aide d'une entreprise de déménagement très flexible, j'avais tout déménagé avant 23 heures et à la fin du lendemain, j'étais déballé et installé. Vivre avec Florian était comme vivre avec un fantôme.
Il respectait son engagement de rester silencieux, en se comportant comme un ninja chaque fois que je dormais. Et comme je vais parfois à la salle de sport ou faire les courses au moment où il partait travailler, il nous arrivait de ne pas nous voir pendant plusieurs jours d'affilée. J'avais un endroit calme pour travailler pendant la journée et quelqu'un qui ne dérangeait pas son emploi du temps ou son style de vie, tout en payant la moitié du loyer. C'était vraiment l'idéal, mais parfois Florian était tellement silencieux que c'en était presque effrayant. Je me réveillais, descendais pour faire mon café, et j'entrais dans une cuisine impeccable. Mais quand j'ouvrais le réfrigérateur, il y avait une semaine de repas végétariens prêts à l'emploi, alors que la veille au soir, il n'y avait que quelques bières et ma boîte de restes de plats halal. Je sais que cela peut sembler étrange de s'en plaindre, mais en fait, je ne me plains même pas vraiment de cela. Ce que je veux dire, c'est que c'était le signe d'alarme le plus proche que j'ai jamais eu avec Florian, et j'aurais peut-être souhaité qu'il y en ait eu plus. Ainsi, pendant les 7 à 8 premières semaines, j'ai vécu dans un état de quasi-béatitude. J'avais réussi à faire une coupure nette avec mon ex-petite amie, donc bien que cela me dérange encore un peu, ce n'était pas comme si elle m'appelait constamment, et elle ne savait certainement pas où me trouver. De plus, avoir mon tout nouvel espace de travail ultra silencieux et super élégant avec sa décoration minimaliste et son schéma de couleurs monochromes m'a permis de me plonger dans mes projets, de trouver la paix et de passer à autre chose. J'avais trouvé l'arrangement de vie temporaire parfait, ou du moins je le pensais. Un jour, j'ai terminé mon travail vers 21h. Je suis descendu au coin de la rue pour aller chercher des nouilles au bon vieux Canton, puis en revenant à l'appartement, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. C'était Florian, et quand j'ai répondu à l'appel, il m'a demandé, dans son ton typiquement sec, un service. Le lieu qu'ils avaient prévu pour le tournage de cette nuit-là était, selon ses mots, indisponible. Et pour éviter de devoir reprogrammer tout le tournage, Florian voulait savoir s'il pouvait utiliser l'appartement. Il s'est excusé, promettant que CE serait une chose unique, mais il m'a dit que je devrais soit quitter l'appartement pour la soirée, soit rester dans ma chambre pendant toute la durée du tournage. Je lui ai dit que cela ne posait pas de problème, surtout si c'était juste pour cette fois, et je lui ai dit que je le retrouverais à l'appartement environ 1 heure plus tard. Florian est arrivé avec ses 2 amis, un gars et une fille, et ils avaient une multitude de sacs ressemblant à du matériel avec eux. La fille était petite et attirante, et le gars était un peu en surpoids et dégarni, et bien qu'ils soient américains, tous deux partageaient le même style artistique hipster que Florian, et étaient tout aussi calmes et réservés que lui. Une fois qu'ils étaient prêts à s'installer, j'ai pris mon ordinateur portable et mes affaires, et je suis monté dans ma chambre. L'appartement avait un petit étage supplémentaire. C'est alors que Florian m'a demandé si nous pouvions parler en privé. Je l'ai invité dans ma chambre, lui ai demandé ce « qu'il voulait dire. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, Florian a montré un semblant d'émotion sur son visage. Il avait l'air inhabituellement inquiet en m'expliquant comment certains pourraient considérer son projet comme inhabituel. Il nécessitait une immersion totale de la part de l'équipe et des acteurs. C'est pourquoi il était impératif que je ne quitte sous aucun prétexte ma chambre pendant le tournage. Il était environ 20 heures, et je devais me coucher vers 23 heures, donc cela ne me dérangeait pas de me retirer dans ma chambre pour jouer à Civilisation, ou simplement regarder Netflix jusqu'à m'endormir. Florian a dit que c'était bien parce que le tournage allait durer jusqu'à environ 1 heure du matin. Évidemment, je n'étais pas particulièrement excité à l'idée que mon sommeil soit perturbé, mais cela a conduit Florian à me demander si j'avais une bonne paire de bouchons d'oreilles ou un casque que je pourrais utiliser pour étouffer le bruit. Mais cela m'a alors fait réfléchir. Quel genre de bruit craignait-il que j'entende? À moitié en plaisantant, je lui ai demandé s'il tournait un film pour adultes en bas, et dans son style typiquement sec, il a répondu que non, ce n'était pas le genre de film qu'il réalisait. Ma curiosité était alors vraiment éveillée. Alors je lui ai demandé quel genre de bruit je pouvais m'attendre à entendre. Et en réponse, Florian m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu pourrais entendre des choses qui pourraient t'effrayer ou te déranger, mais je te garantis que peu importe ce que tu entends, ce n'est qu'une simulation
et il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Je lui ai demandé s'il réalisait une sorte de film d'horreur, et il a dit que non, ce n'était pas un film d'horreur en tant que tel, mais qu'il contenait des éléments que certaines personnes pourraient associer à des films d'horreur. Apparemment, c'est pour cette raison qu'il était si important que je porte des écouteurs ou des bouchons d'oreilles. Sinon, je risquais de ne pas pouvoir dormir. Je lui ai dit que tant qu'il n'y avait pas de cris, tout irait bien. Et c'est alors que Florian m'a demandé à nouveau si je ne préférais pas quitter l'appartement jusqu'à 1h du matin. Honnêtement, j'étais trop fatigué pour sortir dans un bar et me forcer à rester éveillé jusqu'à 1h du matin, et comme j'avais une bonne paire de casques anti-bruit que je pouvais utiliser, j'ai pensé que je braverais le bruit, et au pire, je resterais éveillé jusqu'aux petites heures en regardant des films extra forts jusqu'à ce que le tournage soit enfin terminé. Et le plan a parfaitement fonctionné pendant un certain temps. Pendant la première heure environ, je n'ai même pas eu besoin d'activer le mode anti-bruit de mon casque. En fait, je l'avais réglé sur Ambient Hour, car à ce moment-là, j'étais honnêtement si curieux de savoir quel genre de bruit Florian craignait que j'entende. Je pensais qu'il y aurait des cris, probablement des hurlements, après l'aveu de Florian, et j'ai juste sévèrement sous-estimé le genre de cris que j'allais entendre ainsi que l'effet qu'ils auraient sur moi. J'avais joué à Civilization V pendant environ 1 heure avant de commencer à entendre les premiers bruits venant d'en bas. C'était le son d'une femme sanglotant, avec des gémissements prolongés comme « Et puisque Florian m'avait déjà dit qu'elle était actrice, le son ne me mettait que mal à l'aise, pas effrayé ou dérangé. J'ai donc activé le mode anti-bruit de mon casque et augmenté la musique de fond de mon jeu, et la combinaison a instantanément étouffé les bruits de sanglots. Je pense que cela a duré peut-être 20 à 30 minutes, jusqu'à ce que je commence à entendre un autre genre de bruit. Un bruit si fort qu'il a commencé à percer la fonction anti-bruit de mon casque. J'ai levé la main vers l'écouteur couvrant mon oreille droite, je l'ai soulevé, et j'ai immédiatement reculé lorsque j'ai entendu le son que j'avais été protégé d'entendre. La fille en bas, actrice ou non, poussait le cri le plus déchirant que j'ai jamais entendu. Je pouvais entendre le moment exact où elle manquait de souffle, car le cri faiblissait et mourait. Puis elle reprenait aussitôt avec un autre hurlement strident. Elle a fait cela encore, et à un moment donné, j'ai clairement entendu quelqu'un crier plus fort qu'elle, mais je ne pouvais pas dire si c'était Florian ou son ami. Je savais que ce n'était pas réel, je savais que ce n'était qu'un acte. Mais il y avait quelque chose dans ce cri qui me mettait les nerfs à vif. Je ne pouvais rester là à l'écouter que pendant 1 minute ou 2 avant de remettre mes écouteurs sur mes oreilles, de monter encore plus le volume sur mon ordinateur portable et d'essayer de faire de mon mieux pour oublier que cela se passait. J'ai fait de mon mieux pour me concentrer sur mon jeu, mais je pouvais toujours entendre ces cris stridents, et bien qu'ils aient été très faibles, je pouvais encore les entendre si je me concentrais sur eux, malgré la musique qui venait de mon casque. La seule façon de les noyer complètement à ce moment-là était de monter le volume de mes écouteurs à 100%, mais cela devenait si fort que cela commençait à me faire mal aux oreilles. Donc, ce n'était pas tenable plus de quelques minutes avant que je doive baisser à nouveau le volume. Heureusement, les cris s'étaient complètement estompés au moment où j'ai dû baisser le volume de mon casque, et j'ai pu passer les quelques minutes suivantes dans une relative tranquillité avant de soudainement entendre le son de supplication frénétique qui se faufilait à nouveau à travers la musique dans mes oreilles. J'ai levé mes écouteurs et encore une fois, j'ai entendu une performance terrifiante mais convaincante de la fille en bas. Cette fois, elle ne criait pas, elle suppliant à travers des larmes et des respirations saccadées. Elle n'arrêtait pas de dire « Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, mon Dieu, non » et d'autres variations sur ce thème. Et elle l'a fait sans interruption pendant environ 14 minutes d'affilée. Je suppose que parler fort était plus facile pour ses cordes vocales que de crier à plein poumon, mais cela lui a permis de le faire sans cesse pendant bien plus longtemps que les cris. Encore une fois, j'étais reconnaissant de pouvoir simplement étouffer le bruit sans m'assourdir avec la musique du jeu auquel je jouais. Mais d'une manière ou d'une autre, toutes ces supplications m'ont encore plus affecté que les cris.
Et je jure devant Dieu, même avec l'avertissement de Florian que tout cela n'était qu'une mise en scène, chaque fibre de mon être voulait la faire taire. Je suppose que cela m'a dérangé d'une manière profonde, presque instinctive. Quelque chose transmis par nos ancêtres qui fait qu'il est impossible de rester là à ne rien faire quand on entend quelqu'un supplier pour sa vie ou crier de douleur. C'est pourquoi, même lorsque je ne pouvais plus entendre la fille supplier et sangloter, je pouvais encore en quelque sorte le ressentir, vous savez. Les cris allaient et venaient pendant encore quelques heures. Puis vers 22h30, j'ai décidé de prendre une douche et d'essayer de dormir. Les 2 chambres à l'étage étaient équipées de salles de bain attenantes. Un autre avantage de vivre là, donc j'ai pu étouffer les bruits avec un podcast et l'eau courante pendant que je me nettoyais. Mais une fois sorti de la douche, il y avait une courte fenêtre où je devais sécher mes cheveux avant de remettre mes écouteurs. Et pendant ce temps, j'ai entendu la chose la plus dérangeante de la soirée. J'écoutais encore mon podcast et j'avais probablement choisi la personne la plus bruyante possible à écouter. Un grand merci à Tim Dillon. Mais alors que je séchais mes cheveux, j'ai commencé à entendre ceux qui ressemblaient à un chant collectif des 3 personnes en bas. J'étais curieux de savoir ce qu'ils chantaient, alors je me suis dirigé vers mon téléphone et j'ai baissé le volume de mon podcast pour entendre « Satan, salut Satan, salut Satan » de plus en plus fort. Eh bien, ils devaient être de sacrés bons acteurs parce qu'ils y mettaient tout leur cœur, hurlant ces 2 mots encore et encore comme s'ils étaient en extase totale. Je me suis finalement allongé sur mon lit, écouteurs sur les oreilles, en m'infligeant une playlist YouTube appelée « Relaxing Ambient Music », qui s'est avérée ni relaxante ni ambiante. Et quand 1h du matin est arrivée et que tout est enfin devenu silencieux, j'ai littéralement murmuré « Merci Jésus » à voix basse avant de m'endormir enfin. Le lendemain matin, je me sentais un peu groggy après avoir dormi moins de 6 heures, mais au fur et à mesure que mon cerveau se réveillait sous la douche, je me suis rappelé tous les cris et les chants de la nuit précédente. Je ne pouvais pas vraiment en vouloir à Florian, car il m'avait averti 2 fois de quitter l'appartement, et puis, il y avait bien pire que d'avoir une dette envers lui. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Florian et moi nous croisions rarement, donc plusieurs jours se sont écoulés avant que j'aie l'occasion de lui demander à propos des cris, et quand je l'ai fait, il m'a donné une réponse aussi sèche que vous pouvez l'imaginer. Il s'est excusé profondément pour le dérangement, à la fois au sens propre et figuré, mais a également été prompt à me rappeler l'avertissement qu'il m'avait donné. Il a dit que les cris et les chants faisaient partie de ce qu'il appelait ADR, ou remplacement automatique du dialogue, qui consiste essentiellement à doubler l'audio d'un film pour l'améliorer. Personne n'était menacé, imité ou blessé de quelque manière que c'est eux soit. Et la femme en question était simplement une actrice très talentueuse. Si les sons qu'elle produisait me dérangeaient, cela signifiait simplement qu'elle avait fait une bonne performance, et rien de plus. C'était évidemment assez rassurant, je suppose. Mais mon principal objectif était d'obtenir une seconde assurance que cela ne se reproduirait plus, et si cela devait absolument se reproduire, de me donner un avertissement à l'avance pour que je puisse réserver un hôtel ou quelque chose. Il a accepté et je l'ai remercié, et c'était tout. Pas même 2 semaines ne se sont écoulées avant que Florian me demande un second service. J'avais l'impression que cela serait lié à l'utilisation de l'appartement pour son travail, et, aux surprises, j'avais raison. Il a commencé son argumentaire en me disant qu'il était plus que disposé à payer une nuit à l'hôtel, mais qu'après qu'un studio se soit retiré, il s'était retrouvé sans endroit pour tourner. Je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire qu'il paie pour une chambre, que je pourrais peut-être trouver un endroit où rester, et même si je ne le trouvais pas, j'étais tout à fait disposé à payer ma propre chambre d'hôtel. Florian m'a alors donné la date de son tournage, qui était dans quelques jours, un vendredi soir. À l'époque, je sortais avec quelqu'un, et c'était juste à un stade où il était acceptable pour moi de proposer une sorte de soirée pyjama, si vous voyez ce que je veux dire, et j'ai proposé cela, et elle a accepté. Donc, j'avais cette soirée du vendredi couverte. Je n'avais absolument aucune raison de retourner à mon appartement jusqu'à ce que je réalise, bien sûr,
que j'avais oublié une partie de mon chargeur d'ordinateur portable, la partie de la prise qui se connecte à la petite boîte. Il n'y aurait pas de LAN party sans que je retourne à l'appartement pour la récupérer. J'ai brièvement envisagé de proposer une soirée cinéma à la place, mais la fille avec qui je sortais semblait super excitée de jouer. Alors j'ai pensé, tant pis, et j'ai pris le train de retour. Je pensais que ça prendrait au maximum 1 heure, et puis une fois de retour, nous pourrions commencer notre soirée LAN. De plus, j'avais appelé Florian à l'avance et lui avais donné un préavis que j'avais besoin d'interrompre le tournage pendant 30 secondes au maximum, puis je serais tranquille pour toute interruption. J'ai envoyé un texto à Florian en marchant vers le métro, puis quand il n'a pas répondu, je l'ai appelé une fois que j'étais de retour à Bushwick. Il n'a pas répondu au premier appel, alors j'ai essayé à nouveau, mais cette fois aussi l'appel est resté sans réponse, et j'ai supposé qu'il était occupé et que son téléphone était en mode « ne pas déranger » ou autre. J'ai donc envoyé un deuxième texto en disant que j'étais à quelques minutes de l'appartement et que je ne l'interromprais que pendant 1 minute maximum. Encore une fois, je n'ai pas eu de réponse, et j'étais un peu inquiet que mon intrusion puisse causer un problème entre lui et moi. Et en même temps, je me disais « Je paye mon loyer, je suis un bon colocataire. Je peux entrer et sortir en 30 secondes avec quelques excuses. Et si Florian est en colère, eh bien, je pourrais gérer ce problème en temps voulu. » Quelques secondes plus tard, je suis dans mon immeuble, je marche vers l'ascenseur, puis 1 minute de plus et je suis à ma porte. Comme je ne voulais pas trop déranger, j'ai commencé à frapper à la porte. J'avais ma clé prête, mais tout comme avec les textos et les appels, je voulais donner à Florian le plus de préavis possible. J'ai frappé une fois, sans réponse, puis j'ai essayé d'appeler Florian une dernière fois. Il a directement envoyé l'appel à la messagerie vocale, donc je savais qu'il savait que j'essayais de le contacter. C'est là que j'ai commencé à m'énerver. Au moins, collabore un peu, tu sais. Ne te contente pas d'ignorer mes appels. Je comprends qu'il était occupé, mais il aurait littéralement pu simplement prendre le câble de mon ordinateur portable, ouvrir la porte et me le donner. Et hop, il retournait à son tournage. Mais il ne l'a pas fait. Il m'a délibérément ignoré. Après 1 minute d'attente pour un appel ou un texto, j'ai pris ma clé et j'ai ouvert la porte de mon appartement. La première chose que j'ai remarquée en fermant la porte derrière moi, c'est que quelqu'un avait collé une multitude de bâches en plastique transparent partout. Elles étaient sur tous les sols, sur les murs, et il y avait des bandes qui pendaient entre les ouvertures des portes, comme si elles étaient censées être des remplacements fragiles. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Puis j'ai commencé à appeler Florian. Dès que j'ai appelé, j'ai commencé à entendre des pas lourds venant vers l'entrée de l'appartement. Il marchait avec urgence, alors tout de suite, je me dis « Oh !» et je suis à mi-chemin de lâcher une série d'excuses quand 2 hommes masqués sont apparus. Ils ressemblaient à des agents de sécurité de boîte de nuit, en costume noir, chaussures noires, chemise noire et cravate noire, tout très bien ajusté. La seule différence était que ces gars portaient des masques noirs mat, en plastique très épais à ce qu'il me semblait. Et dès qu'ils m'ont vu, ils ont commencé à marcher dans ma direction. Je me suis dit « Attendez, qui êtes-vous » Mais ils n'ont rien dit. Ils se sont jetés sur moi, m'ont attrapé, et la chose suivante que je sais, c'est qu'ils m'ont plaqué au sol si fort que j'en ai eu le souffle coupé. Je suis resté là un moment, essayant de reprendre mon souffle, puis quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai fait de mon mieux pour me débattre, mais j'ai échoué misérablement. Pendant tout ce temps, je criais aux 2 gars « Mais qu'est-ce que vous faites ? Foutez-moi la paix !» Mais encore une fois, ils m'ont complètement ignoré et ont commencé à crier « Intrus !» Je me dis « Je ne suis pas un intrus, j'habite ici. » Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu le crépitement d'un taser avant de ressentir une douleur intense qui remontait ma jambe. Et soudain, je ne pouvais plus bouger ni parler. J'ai essayé de continuer à me battre une fois que j'ai réalisé que je pouvais de nouveau bouger, mais j'étais tellement secoué par le taser que je me sentais comme vidé.
il ne me restait plus rien en réserve, et tout ce que je pouvais faire, c'était de rester là allongé pendant que ces deux gorilles me maintenaient au sol en attendant d'avoir une autre occasion de m'échapper. Je criais toujours pour qu'ils me lâchent quand quelqu'un dans la zone de vie ouverte de l'appartement, que je ne pouvais pas voir, a demandé d'un ton très autoritaire ce qui se passait. Je me suis immédiatement tu, puis l'un des deux hommes masqués a répété le même mot, « intrus ». Et la personne qui a parlé, dont je ne reconnaissais pas la voix, leur a alors dit, je cite, « enlevez-le ». Les deux gorilles m'ont immédiatement traîné dans le couloir à l'extérieur de l'appartement, m'ont jeté par terre, puis sont retournés à l'intérieur et ont refermé la porte derrière eux. Je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis, après m'être relevé, mon premier réflexe a été d'appeler la police. Quelque chose se passait dans mon appartement et quoi que ce soit, cela ne ressemblait pas à un tournage de film ou quoi que ce soit d'autre. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'une sorte d'invasion de domicile. Mais alors, pourquoi toutes ces bâches en plastique? Elles me rappelaient quelque chose de Forensic File ou de Hostel, ou le genre de choses que les cartels mexicains utilisent dans CS maisons de torture pour que les murs et les sols ne soient pas imbibés de sang. C'est ce qui m'a tellement effrayé que lorsque j'ai appelé la police, ce n'était pas comme si j'étais en colère en me disant que ces gars allaient payer. C'était plutôt comme « quelque chose de terrible se passe là-haut dans mon appartement, et c'est à moi de l'arrêter ». Oui, j'étais en colère contre ces deux hommes masqués qui m'avaient plaqué au sol et tasé, mais ce n'était pas comme s'ils étaient deux drogués qui m'avaient cassé le nez après avoir volé mon ordinateur portable, autre histoire vraie. La façon dont ces gars étaient habillés, les masques, toutes les bâches en plastique, ils étaient la sécurité pour quelque chose qui se passait là-dedans, quelque chose que personne n'avait le droit de voir, et à mon humble avis, cela ne pouvait être rien de bon ou de légal. En fait, légal ou pas, j'ai déjà eu des voisins qui cultivaient de la marijuana avant que CE soit légalisé, et tout le pouvoir à eux, ça ne faisait de mal à personne. Mais ce que je venais de découvrir, c'était certainement quelque chose de très grave, ou qui allait le devenir. Il a fallu 20 minutes à la police pour arriver, et CE, après que le répartiteur m'ait dit que mon appel était une priorité. Ils m'ont suivi jusqu'à mon appartement, ont ouvert la porte pour eux, et j'étais en train de leur expliquer toutes ces bâches en plastique quand nous avons vu qu'elles avaient toutes disparu. Les deux policiers m'ont regardé d'un air déçu, comme pour dire « On ne t'avait pas pris pour un schizophrène ». Et puis, juste au moment où j'expliquais comment elles étaient là il y a à peine 20 minutes, Florian est apparu avec une explication. Il avait organisé une fête plutôt exclusive, et les deux agents de sécurité que ses invités avaient engagés avaient été un peu trop zélés avec les invités inattendus. Selon Florian, il n'y avait jamais eu de bâche en plastique ni de masque noir, et il n'était pas sûr de CE dont je parlais à cet égard. Mais CE dont il était sûr, c'est que lui et ses invités étaient profondément désolés pour la confusion et qu'ils souhaitaient présenter leurs excuses pour l'inconvénient. J'étais en colère. Genre, inconvénient, j'ai juste été agressé. Mais ensuite, j'ai remarqué autre chose. Florian montrait plus d'émotion et de sincérité avec les flics qu'il n'en avait jamais montré avec moi. Son état naturel était sec et sarcastique, mais avec CS deux agents du NYPD, il était comme la personne la plus articulée et passionnée que j'ai jamais vue. Et c'est là que ça m'a frappé. Il n'était pas sincère, il jouait la comédie. Les policiers voulaient savoir qui étaient les deux agents de sécurité qui avaient fini par m'agresser, mais Florian a prétendu qu'ils avaient été engagés par un invité anonyme et qu'ils n'avaient aucune idée de qui ils étaient ou d'où ils venaient. Les deux seules personnes que Florian connaissait, selon lui, étaient ses amis, un homme et une femme, qui seraient heureux de répondre à toutes les questions que les policiers pourraient avoir. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi tous les invités s'étaient enfuis avant leur arrivée, Florian a dit aux deux agents qu'ils étaient incroyablement embarrassés par la confusion. Il semblait également tout à fait honnête lorsqu'il a dit que ces invités savaient que leur sécurité aurait des ennuis avec la police
et qu'ils étaient sortis par la porte de derrière de l'immeuble où leur voiture les attendait. Je voyais à travers les conneries de Florian, et d'une manière ou d'une autre, au moment où les 2 agents de police partaient, il semblait convaincu que Florian était aussi désolé qu'il le disait et que tout cela n'était qu'un grand malentendu. Après le départ des policiers, j'ai demandé à Florian ce qui s'était passé la nuit précédente. Il a complètement changé de ton. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de savoir ce qui s'était passé et que je n'aurais pas dû revenir à l'appartement après lui avoir dit que je resterais à l'écart toute la nuit. Il a aussi ajouté, d'une manière que j'ai trouvée incroyablement glaçante, que je devrais me considérer chanceux que rien de pire ne me soit arrivé. Je n'arrivais pas à croire à ce brusque revirement. Il avait si bien joué la comédie pour les flics que lorsqu'il a changé, c'était comme si je le voyais se transformer, ou se métamorphoser, ou quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'il voulait que je parte, et je lui ai dit que je prévoyais de le faire. J'ai ensuite passé les quelques jours suivants à chercher d'autres endroits où vivre avant de finalement en trouver un qui correspondait à mon budget. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé un endroit décent assez rapidement. Et pour être franc, j'étais prêt de vivre dans ma voiture, car je ne me sentais plus en sécurité près de Florian. Jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas ce que lui et ses amis faisaient là-haut, et en fait, je préfère ne pas le savoir. Et cela n'a pas toujours été le cas. J'ai passé de nombreuses heures à essayer de comprendre ce qu'ils faisaient réellement, car quoi que ce soit, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'innocent, même de loin. J'ai essayé de contacter les 2 policiers avec lesquels j'avais traité pour voir s'il y avait eu des mises à jour, mais il est rapidement devenu clair qu'ils n'étaient pas du tout intéressés et qu'ils pensaient que j'étais probablement un intrus qui avaient eu ce « eux » qu'ils méritaient. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue, car après tout, c'est New York, un endroit où un crime majeur a lieu toutes les 4 minutes. Mais si les murs de cet appartement pouvaient parler, je parie qu'ils raconteraient des histoires vraiment terrifiantes, et de nos jours, je suis heureux de ne pas en entendre une seule.